et bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, voici notre dernier épisode de la série Raison et Sentiment. C'est passé extrêmement vite, j'ai eu l'impression. Les chapitres précédents ont été très joyeux, on a eu de grosses révélations. Alors, rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 50, Édouard rend une visite surprise à la famille Dashwood. Elles apprennent, par celui-ci, qu'il n'est pas marié à Lucie, mais c'est son frère Robert Ferrars qui l'a épousée. Édouard, libre de tout engagement, a enfin pu faire sa demande auprès d'Elinor. Toute la famille Dashwood est heureuse de cet événement. Dans le chapitre 51, Édouard raconte sa relation qu'il a avec sa mère et son frère depuis son plus jeune âge, comment il s'est engagé avec Lucie et pourquoi il s'est engagé avec Lucie. Et on apprend également par des lettres de Lucie et de Robert, surtout le plan machiavélique de Lucie en fait pour se faire épouser de Robert. Raison et sentiment, chapitre 52. 4 jours environ après l'arrivée d'Édouard, celle du colonel Brandon vint compléter la satisfaction de Madame Dashwood. Mais elle ne put avoir celle de le loger. Il n'y avait à la chaumière qu'une seule chambre à donner. Édouard garda son privilège de premier venu. Il n'avait d'ailleurs pas de relation dans le voisinage. Alors le colonel offrit de retourner tous les soirs dans son ancien appartement du parc. Il en revenait dès le matin pour déjeuner avec ses amis. Au milieu de tels amis, il eut bientôt retrouvé sa sérénité. Il ignorait complètement le nouveau choix de Lucie, il ne savait pas un mot du penchant d'Elinor, en sorte que les premières visites se passèrent à écouter et à s'étonner. Madame Dashwood se chargea de ce récit. Il y prit le plus vif intérêt et trouva de nouveaux motifs de se réjouir de ce qu'il avait fait pour Édouard, puisque c'était à présent aussi dans l'intérêt d'Elinor. Il est inutile de dire que les deux hommes ayant de nombreuses similitudes d'opinion, de caractère et de manières ne tardèrent pas à se lier intimement. Les lettres de Londres arrivèrent enfin très volumineuses. Madame Jennings témoignait de son indignation contre cette changeante fille et sa compassion pour le pauvre malheureux Édouard qui peut être, disait-elle, aller mourir à Oxford de ce chagrin si cruel, si inattendu. Voyez quelle indigne trompeuse, s'écria Madame Jennings dans sa lettre. La bonne Anne ne s'est pas non plus doutée de rien, pauvre créature. C'est elle qui est venue me l'apprendre, elle en pleurait amèrement. Sa sœur, au lieu de l'emmener avec elle, a emporté tout leur argent. C'est elle qui le gardait, la malheureuse n'avait plus que 7 shillings au monde. Je les garde avec moi jusqu'à ce que j'aille au parc, d'où je la renverrai à sa famille. Mais qui consolera le pauvre Édouard? Pour moi, je l'aimerais 100 fois mieux que ce fat de Robert. Il me vient une idée, il faut que vous l'invitiez à Barton et que Marianne ait pitié de lui. Il y avait aussi une longue lettre de Monsieur John Dashwood qui racontait cet événement à Elinor avec de grandes lamentations. Sa belle-mère était la plus malheureuse des femmes. La sensible Fanny avait eu des rechutes de maux de nerfs. L'offense de Robert était impardonnable, mais Lucie était beaucoup plus blâmable. Cependant, elle aimait tellement ce fils que peut-être un jour elle pourrait consentir à le revoir, mais sa femme ne paraîtrait jamais en sa présence. Madame Ferrars, à leur grande surprise, n'avait pas nommé Édouard une seule fois en cette occasion. Mais il pouvait s'adresser à sa sœur et joindre une lettre de soumission pour sa mère que Fanny lui remettrait et qui peut-être aurait un bon effet. Madame Jennings enfin comprend que Lucie est, comme elle le dit, très changeante. Elle pense de tout cœur au pauvre Édouard et elle demande même à Marianne de le pardonner et de l'inviter à la chaumière peut-être. Donc c'est très gentil de sa part. Leur frère John Dashwood, comme à son habitude, fait des grandes lamentations comme s'ils avaient tous les malheurs du monde sur le dos, que Fanny a fait des nouvelles crises de nerfs, que Madame Ferrars, la mère, est la plus malheureuse des femmes, de ses 2 fils en gros indignes, qui sont impardonnables. Donc on apprend que sa femme Lucie n'a pas intérêt à paraître devant quiconque, et il dit également que si jamais il voit Édouard, qu'il peut faire une lettre de soumission, qu'il donne à sa sœur et qu'il donnera à sa mère, peut-être qu'elle acceptera de le voir. Donc carrément une lettre de soumission. Une lettre de soumission, répéta Édouard. Non, certainement, je n'ai point de soumission à faire. Dois-je demander pardon à ma mère de l'ingratitude de Robert envers elle et de sa trahison envers moi? Il m'a rendu le plus heureux des hommes. Voilà tout ce que je puis lui dire et ce qui l'intéressera fort peu. Vous pouvez certainement, dit Elinor, demander pardon à votre mère de ce que vous l'avez offensée. Oui, je le puis, dit Édouard, et je le ferai. Et, ajouta-t-elle en souriant, vous pourriez peut-être après cela convenir en toute humilité que vous avez formé un second engagement, puisqu'aussi imprudent à ses yeux que le premier, avec la sœur de son gendre.
Édouard n'eut rien à opposer à ce plan, mais se défiant un peu dans cette occasion de l'intercession de son beau-frère et de sa sœur, il préféra traiter personnellement et de vive voix plutôt que par écrit. Il fut donc résolu qu'il irait à Londres, descendrait chez Fanny et lui demanderait d'user de ses bons offices en sa faveur. Le lendemain, Édouard partit accompagné des vœux de tous ses amis pour le bon succès de son voyage, et le colonel consentit à rester quelques jours encore pour les consoler un peu de son absence, mais il continua de loger au parc. Le 3e jour, il ne vint pas au déjeuner. Elinor proposa à sa sœur une promenade du côté du parc, où peut-être elle le rencontrerait, et Marianne y consentit. En effet, à peine eurent-elles tourné la colline qu'elles le virent à quelque distance assis sur un banc de gazon, mais il n'était pas seul. Une femme était assise à côté de lui et un enfant sur les genoux. Il caressait beaucoup l'enfant et prenait aussi les mains de la dame entre les siennes. « Je veux mourir !» s'écria Marianne. « S'il n'est pas avec notre nouvelle connaissance d'Helena, Madame Summer, la parente de Madame Smith, et sans doute c'est son fils. » Mais d'où le colonel la connaît-il si intimement? Donc, si vous vous souvenez, il y a quelques chapitres, Madame Summer, c'est la nouvelle parente de Madame Smith. Quand Willoughby est parti et qu'il a refusé d'épouser Elisa, du coup Madame Smith l'a renié et l'a déshéritée également, et elle a pris d'autres parents chez elle, et on sait d'après Madame Dashwood qu'elle les a ajoutés sur son testament. Et donc c'est Madame Summer, et apparemment elle a un fils. Et ils sont connus donc du colonel. Elinor ne répondait rien, mais un soupçon traversait sa pensée. Au moment même, le groupe du banc de gazon les aperçut, se levèrent et vinrent au-devant elle. Le colonel avait l'air assez embarrassé, mais au premier regard que Marianne eut jeté sur l'enfant que sa mère avait repris, elle en comprit la cause. C'était le portrait en miniature de Willoughby. Il était impossible de s'y méprendre et de ne pas voir que c'était son fils. Tout fut dévoilé. Madame Summer était la fille adoptive du colonel, l'infortunée Eliza Williams, la victime des séductions de celui que Marianne avait tant aimé. Elle eut peine à retenir un cri. Marianne avait besoin de temps pour s'en remettre. La jeune maman salua les deux sœurs avec amitié. Le colonel, avec un tendre respect, s'éloigna avec son petit fardeau. Marianne lui rendit son salut amical et l'embrassa même. Elle avait un tremblement d'émotion involontaire qui l'obligea à prendre le bras que le colonel lui offrait. Ils firent quelques pas en silence, enfin le colonel le rompit. « Vous venez, leur dit-il, de faire une découverte qui a dû vous surprendre. Oui, cette jeune femme est celle à qui j'ai longtemps servi de père et que je n'ai pu garantir de malheur. Mais il est réparé autant qu'il peut l'être. L'excellente Madame Smith, en punissant sévèrement son jeune parent, a voulu que l'enfant et celle qui lui a donné la vie, rejetée par lui, le remplace dans ses affections. Je ferai, m'écrivait-elle en me les demandant, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il m'a refusé. J'assurerai leur sort. Vous comprenez avec quelle joie j'ai cédé mon infortuné pupille à cette responsable femme. Ilsa, formée par le malheur, aimant passionnément son enfant, accepta avec transport une place qui ne la séparait pas de lui et la faisait vivre dans une austère retraite. Il fut convenu entre Madame Smith et moi qu'elle changeait de nom et passerait pour veuve. Jusqu'ici le secret avait été bien gardé, mais la ressemblance de l'enfant avec son père m'a souvent fait trembler. C'est ce qui fait qu'Elisa ne l'avait point encore mené avec elle dans ses promenades. Elle m'a accompagnée avec le petit John et vous nous avez surpris. J'ai vu au premier instant que cet enfant vous disait tout et que notre secret était découvert. Marianne, les yeux baissés et pleins de larmes, ne disait rien, mais il était facile de voir combien son cœur était oppressé et celui du colonel n'était pas plus à son aise. Il voyait à n'en pas douter que ce sentiment qu'il avait cru presque éteint avait encore un grand pouvoir sur elle. Elinor se chargea de l'entretien et sans prononcer le nom fatal, elle témoigna au colonel un grand intérêt pour sa pupille et lui dit combien elle leur avait plu. Marianne prit sur elle de le confirmer par quelques mots obligeants. Ils arrivèrent à la maison. Marianne dit que l'air du matin l'avait incommodée et se sauva dans sa chambre. Le colonel était si sombre et si rêveur que Madame Dashwood le crut malade et s'en alarma. À déjeuner, Marianne, qui avait réfléchi, reparut un peu près comme à l'ordinaire, fut amicale avec le colonel et raconta elle-même à sa mère qu'elles avaient rencontré leur aimable voisine d'Allenham, mais il ne fut pas question de l'enfant. On peut comprendre que ça puisse faire un choc à Marianne de voir Madame Summer et en fait Eliza Williams, qu'elle ne l'a jamais dit depuis le début. Et je pense par le colonel, elle a appris qui étaient Elinor et Marianne, qu'elle pouvait leur faire confiance, qu'elle pouvait leur parler lors de leur promenade quand elles se rencontrèrent. Mais là, même si Marianne elle est au courant qu'Eliza a eu un enfant avec Willoughby, de voir cet enfant et qui ressemble trait pour trait à Willoughby alors que ça fait depuis des mois qu'elle a pu revoir Willoughby. En fait, depuis qu'elle
qu'elle a carrément perdu connaissance, qu'elle était malade et qu'elle a beaucoup souffert, de le revoir en face à face, on peut comprendre son trouble et son mal-être. Et en même temps, ça gêne le colonel parce que d'après tous ces mois et tout ce qui s'est passé avec toute l'histoire, avec tout ce qu'elle a appris, tout ce que Willoughby a fait de mal, on peut voir qu'elle a toujours des sentiments assez forts pour Willoughby. On reçut des lettres d'Edward, après quelques résistances de la part de Madame Ferrars. Il avait été admis en sa présence et reconnu de nouveau pour son fils unique, car c'était le tour de Robert de ne plus l'être. C'est très marrant comme on fait sa mère. Il était loin de croire son sort assuré et craignait d'être repoussé avec plus de rigueur qu'auparavant. Il avait fait son aveu après quelques préparations et quand toute son attente avait été écoutée avec beaucoup de calme. Madame Ferrars chercha d'abord à le dissuader d'épouser Mademoiselle Dashwood, la fille d'un simple gentilhomme sans fortune et sans espérance, plutôt que Mademoiselle Morton, la riche fille d'un lord. Il ne la contredit pas, mais il lui dit avec fermeté et respect qu'il a été absolument décidé. Alors instruite par l'expérience, elle jugea plus sage d'accorder de bien mauvaises grâces ce qu'elle ne pouvait empêcher, et de consentir qu'Édouard épousât Elinor. Mais quoi qu'il fût à présent son seul fils, disait-elle à chaque instant, elle ne le traita pas comme tel, et ne lui rendit pas son droit d'aînesse. Pendant que le coupable Robert jouissait de 1000 livres de revenus sans faire autre chose que des sottises, elle trouva fort bon que le pauvre Édouard devint pasteur d'un village avec 250 livres de rente. Elle y ajouta cependant tant pour le présent que pour le futur la même somme de 10 000 livres qu'elle avait donnée à Fanny en la mariant. Édouard ne s'en plaignit pas, c'était plus qu'il n'avait espéré et assez pour pouvoir rendre son Elinor heureuse. John Dashwood répéta sur tous les tons que Madame Ferrars était la meilleure et la plus généreuse des mères. Il ne mentait plus qu'à Édouard pour compléter son bonheur que d'être consacré que le presbytère fut prêt à les recevoir. Le colonel, à présent qui devait être habité par Elinor, trouvait toujours de nouveaux embellissements à y faire et finit par les inviter à passer les premiers mois chez lui, d'où ils pourraient présider eux-mêmes à leur réparation. Ils y consentirent et de bonne heure, en automne, la cérémonie eut lieu dans l'église de Barton. Cette fois, les prophéties de Madame Jennings furent accomplies à sa grande joie. Elle put visiter à la Saint-Michel le pasteur de Delafort et ne fut pas fâchée d'y trouver Elinor plutôt que Lucie. Je pense qu'elle devait être beaucoup plus heureuse que ce soit Elinor. Mais elle fut un peu surprise de s'être encore trompée sur l'amour du colonel, car recommença donc de nouveau à destiner à Marianne. Édouard et Elinor eurent souvent la visite de Madame Ferrars la mère, presque honteuse d'avoir autorisé leur bonheur et celle de John et de Fanny. « Je ne veux pas dire que vous avez mal fait d'épouser mon beau-frère, dit John à Elinor, en se promenant avec elle dans l'avenue du château de Delafort. Je vois que vous êtes aussi heureuse qu'on peut l'être avec peu d'argent. Mais j'avoue que j'aurais eu un grand plaisir à appeler le colonel Brandon mon frère. Cette terre, cette maison, chaque chose ici est vraiment très agréable et fait envie. Enfin, Marianne est encore là, et quoique ce ne soit point une personne qui l'attire, et qu'il n'ait jamais eu de goût pour elle, je crois que si elle voulait se donner un peu de peine, et vous insinuer au colonel d'y penser, cela pourrait s'arranger. Je rirais bien si nous en venions à bout, car il ne l'aime pas du tout. Je me trompe jamais, moi, sur ces choses-là. John est toujours à côté de la plaque. Il a tout fait pour qu'Elinor soit avec le colonel Brandon. Il était persuadé qu'il était amoureux d'Elinor. Là, il est persuadé qu'il n'est pas du tout amoureux de Marianne et il fait tout pour la mettre avec Marianne. Et il dit qu'il ne se trompe jamais avec ces choses-là, qu'il a le nez pour ça, alors que pas du tout. C'est comme Madame Jennings et ses prophéties. On en est bien loin. Madame Ferrars les vit quelquefois et se conduisit décemment avec eux. La fatuité de Robert et les flatteries de sa femme l'obtinrent encore. Les mêmes moyens que Lucie avait employés pour faire tomber Robert dans le piège furent pratiqués pour rentrer dans la faveur de sa mère dès qu'il lui fut possible d'en approcher, et a mis beaucoup d'heures pour l'obtenir. Elle feignit d'être malade au point d'en mourir. Madame Ferrars, qui déjà avait pardonné à Robert et qui le recevait quelquefois, céda à ses sollicitations pour aller voir sa femme, espérant en être bientôt débarrassée. Dès lors, Lucie ne tarda pas à être guérie, et sa respectueuse humilité, ses attentions assidues pour la vieille dame et son petit chien, ses flatteries sans fin réconcilièrent Madame Ferrars sur le choix de son fils, et si promptement qu'elle devint aussi nécessaire que Robert à sa belle-mère, qu'il aima même mieux que Fanny. Ils s'établirent à Londres, reçurent 1000 libéralités de Madame Ferrars, furent dans les meilleurs termes avec les Dashwood en apparence, mais la jalousie de Fanny, la légèreté de Robert, le mauvais esprit de Lucie les rendirent malheureux malgré leur richesse, tandis que dans le presbytère de Delafort, tout était bonheur et jouissance. Et voilà, Lucie a encore réussi son jeu, et
Maintenant, elle est devenue la préférée de Madame Ferrare et Fanny est reclue en dessous, quoi. Donc elle a ses deux préférés, Fanny et Robert, les deux gros flatteurs qui sont prêts à tout. Au moins, Lucie a obtenu ce qu'elle souhaitait depuis le début. Le mariage d'Elinor la sépara peu de sa famille. Sa mère et ses sœurs passaient avec elle plus de la moitié de leur vie. Madame Dashwood espérait toujours qu'en donnant au colonel et à Marianne de fréquentes occasions de se rencontrer, ceux-ci s'attacheraient enfin à cet homme si digne d'être aimé. Mais plus d'une année s'était écoulée et rien n'avançait que l'amitié de Marianne pour lui qui s'augmentait graduellement, ainsi que l'amour du colonel qui, persuadé qu'elle aimait encore malgré elle Willoughby, n'osait s'expliquer et proposer sa main à celle qui possédait en entier son cœur. Heureux d'en être regardé comme un ami et déjà comme un fils et un frère par Madame Dashwood et Elinor, il redoutait de porter atteinte à ce bonheur par une démarche décisive et trop précipitée. Il chérissait ses espérances et tremblait de les perdre. Ce n'était qu'à Elinor seulement qu'il osait ouvrir son cœur, et tout était transmis avec soin par elle à Marianne, qui l'écoutait sans peine et répondait « Je ne serais pas digne de lui si je pouvais aimer 2 fois. » Et oui, elle a toujours le principe qu'on ne peut aimer qu'une seule fois. Un matin, ils étaient tous rassemblés chez Elinor. Elinor reçut une lettre. Il y en avait une grande à cachet noir dont l'écriture ne lui était pas inconnue, quoiqu'elle n'eût pu la désigner. Marianne, occupée à parcourir les journaux, ne la voyait pas. Tout à coup, le journal lui tomba des mains. Elle jeta un cri dont l'expression était plus l'étonnement que la peine ou l'émotion, et dit d'une voix assez ferme « Madame Willoughby est morte d'une chute de fantôme. » Pauvre femme, elle péchèrent son goût effréné pour le plaisir. Le colonel, plus ému qu'elle, prend ce fatal journal. J'ai ici, dit Elinor, la confirmation de cette nouvelle par M. Willoughby lui-même, qui me le communique. Lisez, Marianne. Celle-ci prit la lettre. L'intérêt que Madame Édouard Ferrare m'a témoigné dans notre dernier entretien me fait espérer qu'elle me pardonnera d'oser lui apprendre que ma fatale chaîne est rompue. Celle à qui j'avais donné mon nom en échange de sa fortune a péri victime d'un accident que je n'ai cessé de lui prédire. Depuis longtemps, mes conseils lui étaient aussi odieux que ma présence. Je sais que ce n'est pas encore le temps de parler du sentiment qui domine dans mon cœur, mais celle qui me l'inspire est libre encore et je ne puis me défendre d'espérer. Bonne Elinor, vous qui sans doute êtes la plus heureuse des femmes dans une union fondée sur un amour réciproque, vous ne me refuserez pas un jour votre appui. Mon étude sera de le mériter. Recevez-en l'assurance de votre dévoué, John Willoughby. Madame Willoughby est décédée. Alors ça, c'est une grande nouvelle. Que va choisir Marianne? Et là, dans sa lettre, il dit bien qu'il est encore et toujours éperdument amoureux de Marianne. Est-ce qu'elle va décider de le revoir et de se remettre avec lui? On peut comprendre que là, le colonel ne soit vraiment pas bien. Comme par hasard, il revient, alors qu'il pensait que c'était réglé d'un côté, et non, Willoughby est de retour. Marianne rougit beaucoup en lisant cette lettre qu'elle passait à sa mère. Le colonel avait hésité à sortir, mais un sentiment involontaire le clouait sur place. « Répondrez-vous à M. Willoughby ?» dit Marianne. « Oui, sans doute, mais que dois-je lui dire ?»« Qu'il se trompe complètement, et que je ne suis plus libre, si... » Elle se tourna vers le colonel. « Si le meilleur des hommes daigne accepter cette main et le don de mon cœur, et même s'il les refusait, Dieu aurait refusé ?» s'écria le colonel. « Oh Marianne, chère Marianne, l'ai-je bien entendu? Et dans quel moment, mais n'est-ce point une erreur de votre cœur généreux ?»« Non, non, dit-elle avec une grâce enchanteresse. Il est guéri de toutes ses erreurs, il n'appartient qu'à celui qui m'a véritablement aimé, et qui vous adorera toute sa vie. »« On ne sollicite pas mon consentement, dit en riant Madame Dashwood. Et c'est le jour où les femmes font les avances, et je vous donne Marianne, mon cher Brandon, avant que vous ne l'ayez demandé. » Ils se jetèrent dans ses bras, puis dans ceux d'Elinor et de Margaret. Édouard fut appelé de son cabinet pour prendre part à la joie générale, et la sienne fut bien grande en donnant le nom de frère à son intime ami. La noce ne tarda pas à se célébrer en famille, et elle fut bénie par Édouard. Le colonel aurait voulu obtenir de sa belle-mère qu'elle se fixât tout à fait chez lui avec Margaret, mais elle fut assez prudente pour conserver sa liberté et sa jolie chaumière, qu'elle quittait souvent pour visiter à Delafort tantôt le château, tantôt le presbytère, où elle trouvait autant de bonheur qu'on puisse en avoir là, ici-bas. Celui de Marianne augmenta tous les jours, il était principalement fondé sur l'estime et sur une reconnaissance mutuelle. Marianne fut heureuse du bonheur de cet homme excellent, et comme elle ne savait pas aimer à demi, a fini par aimer son mari au moins autant qu'elle aimait Willoughby.
Ce dernier fut d'abord attristé du mariage de Marianne et de la réponse d'Elinor, qui lui prouva son intérêt en ne lui épargnant pas les conseils d'une raison saine et éclairée. En relisant encore une fois dans un moment de réflexion la lettre de Madame Édouard Ferrard, il en fut touché comme d'une vraie preuve d'amitié. Il désira la voir et la remercier. Il en demanda la permission et l'obtint une année après son veuvage. Ah bah enfin, Marianne a enfin oublié Willoughby et elle déclare ses sentiments pour notre cher colonel Brandon qui attend désespérément, on va dire, depuis de longues années. Elinor donc reçoit la visite de Willoughby. C'est encore à vous, lui dit-il, sage Elinor, que je remets le soin du bonheur de ma vie et c'est toi j'espère être écoutée. En renonçant à l'espoir insensé, j'en conviens d'épouser Marianne en me rappelant tous mes torts passés. Le plus grand de tous, la séduction de la jeune Eliza Williams, s'est présenté à mon souvenir et m'a rempli de remords. Je sais qu'elle m'a donné un fils que je n'ai jamais vu, mais à qui aussi je dois donner un père. J'ignore où vivent la mère et l'enfant, le colonel Brandon les a si bien cachés que je n'ai pu y découvrir à présent que mes intentions sont honorables et que je suis libre de les remplir. Je vous conjure d'obtenir de lui pour moi la main de sa pupille, décidée à réparer mes torts avec elle et avec le colonel. Tout le reste m'est égal. Sa naissance est illégitime, je le sais, mais elle est la fille adoptive du colonel Brandon et portera mon nom. Elle n'a point de fortune, la mienne nous suffira. Et peut-être qu'après avoir rempli ce devoir, Madame Smith me rendra son amitié. On dit cependant qu'elle a adopté des parents éloignés et je n'ai pas grands espoirs de ce côté. Mais je vivrai en philosophe à Hautecombe entre ma femme et mon enfant. Je rétablirai ma fortune qui s'est déjà raccommodée par mon premier mariage. Elinor sourit, l'approuva et lui promit de parler pour lui au colonel. Eh ben, c'est un an de veuvage lui a fait beaucoup réfléchir et c'est une très grande nouvelle qu'il souhaite renouer donc avec Eliza Williams et enfin découvrir et devenir père parce qu'il sait très bien qu'elle a donné un fils et qu'il souhaite même l'épouser et donc il demande du coup au colonel d'approuver cette demande et il verra peut-être que Madame Smith le pardonnera comme il accepte après plusieurs années d'épouser enfin Eliza. Même s'il y croit pas trop parce qu'il sait qu'elle a d'autres parentes maintenant. Et puis comme il dit, ma fortune est enfin bien rétablie. Comme il est veuf, il a obtenu toute la fortune de Mademoiselle Grey. Le même jour, donc Elinor s'entretient avec Marianne. Le colonel consentit, il alla en parler à Eliza et à Madame Smith. Celle-ci, enchantée de sauver une âme de la damnation éternelle, ne se fit pas presser et rendit son amitié à Willoughby en l'unissant à Eliza. La jeune femme, depuis qu'elle était mère d'un charmant enfant, qui était le portrait vivant de Willoughby, était devenue beaucoup plus jolie et beaucoup plus aimable. Donc ils restèrent à Allenham tant que Madame Smith vécut et purent ensuite s'établir à Hautecombe. Marianne put alors les voir sans danger et sans émotion, mais ils se virent très rarement. Madame Brandon était à tout à ses devoirs d'épouse, de mère et de dame de paroisse et s'acquittait de tout avec la chaleur de son âme et son aimable vivacité. Elle semblait avoir été appelée à prouver elle-même la fausseté de son système favori sur l'impossibilité d'aimer deux fois. Elle avait aimé passionnément à 17 ans, ce qui a été assez rare. Peut-être une passion. Un goût léger excité par l'attrait de la nouveauté et l'effervescence de la jeunesse et de l'imagination. Et ce n'est ordinairement que quelques années plus tard qu'on est capable d'avoir une vraie passion profonde, et celle de Marianne avait ses caractères. Mais un sentiment d'un autre genre et bien supérieur, une haute estime, une vive amitié, une tendre reconnaissance, l'avait amenée à donner volontairement sa main à un homme qui n'était pas moins qu'elle, victime d'un premier attachement. Il n'est pas besoin de dire qu'elles eurent souvent la visite de la bonne Madame Jennings et quelquefois celle de ses filles et de ses gendres, les Middleton et les Palmer. Sir John, toujours le plus gai et le meilleur des voisins, se trouva réduit à la jeune Margaret pour orner ses bals de campagne. Margaret grandit tous les jours, elle a 15 ans, et Madame Jennings s'occupe beaucoup de deviner qui sera son amoureux. Cette bonne Madame Jennings. Jane Austen finit par ces mots. Nous laissons à regret cette aimable famille, et nous devons compter au nom des mérites et des bonheurs d'Elinor et de Marianne qu'elles sont jeunes, jolies, et qu'elles vivent à côté l'une de l'autre dans des situations de fortune bien différentes, sans que leur relation ait jamais été troublée par le moindre nuage, non plus que celle de leur mari. Fin. Un roman qui se finit très bien. Elinor est avec Edward, Marianne avec le colonel Brandon,
Lucy et Robert se sont trouvés. Willoughby a perdu sa femme, mais après une longue année de veuvage, il réfléchit et décide de devenir père et d'épouser Eliza Williams, qu'il avait laissé tomber. Il retrouve les bonnes grâces de Madame Smith. Madame Jennings est très heureuse et s'occupe en fait de Margaret et de lui trouver un prétendant. Et donc Elinor et Marianne se retrouvent très proches et comme voisines. Elles sont heureuses toutes les deux et leurs maris s'entendent extrêmement bien entre eux. C'est une très belle fin comme d'habitude pour les livres de Jane Austen. J'espère que ce livre vous a plu, que vous avez passé par de nombreux sentiments, que vous avez apprécié cette façon de découvrir cette lecture. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour toute cette aventure. Pour le moment, je vais faire une pause parce que j'ai d'autres projets. Je reviendrai qu'ici avec un autre livre. Vous pouvez toujours me proposer des titres si vous avez envie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.